Alors tout d'abord, bonsoir tout le monde. Donc je vais vous présenter un peu PostGIS. J'ai appelé la présentation PostGIS Express parce que c'est un sujet assez vaste, donc je vais un peu survoler. Je suis moi, Ludovic, développeur Python. Donc il y aura un peu de Python et je vais vous parler un peu de comment euh, les deux se marient assez bien en fait. Comme je vous le dis, je vais survoler. L'idée, c'est plutôt de vous donner une carte pour vous orienter sur le GIS. Euh, Quelles sont les choses à savoir. Bon, par là-bas, il y a des dragons, donc j'irai pas voir. Par là-bas, il y a une île. C'est un peu particulier, on n'ira pas voir non plus. Je vais quand même rester assez général. Je vais vous présenter un peu les fondamentaux, précisément. Alors, ceux qui ont déjà fait du GIS seront familiers avec, donc ne découvriront rien. Peut-être qu'ils apprendront un peu côté Python. Et ceux qui ont fait que du Python bah, auront besoin de ces fondamentaux pour savoir s'orienter. Euh, Comment commencer rapidement et après, personnellement, un retour d'expérience sur une partie de ce qu'on a utilisé en PostGIS Python et les, les petits écueils à éviter. Les fondamentaux. Alors, la base de données spatiale. Qu'est-ce qu'une base de données spatiale? Alors, bah, ce n'est rien de plus qu'en fait une extension pour Postgres. Et ça, c'est les mêmes fondamentaux. Ce sont les types de données, des index spatiaux, des fonctions. Euh, En ce qui concerne ce PostGIS, vous êtes dans un univers familier déjà. Ça ne fait qu'étendre euh, cette base de données. Les types de données sont proposés par PostGIS. Les index spatiaux sont construits par-dessus ce que propose déjà PostgreSQL. Et les fonctions viennent soit de libgeos pardon, soit de libsfcgal, qui sont intégrées dans Postgres par l'intermédiaire de l'extension. Postgres suit un standard, il y a le standard OGC SFC, Simple Features, qui propose tous les types de données classiques que vous pouvez imaginer en géométrie, la ligne, le point, le polygone, la surface, etc. Et ça, c'est pour ce qui concerne les types. Euh, pour ce qui concerne les index, euh, PostGIS utilise un index dit R-tree. C'est un index très utilisé en GIS. Et dans PostGIS, ce qui a été fait dans PostGIS, c'est de construire cet index par-dessus l'index que vous connaissez tous, GIST. Je ne rentrerai pas dans le détail de l'implémentation, mais si si vous voulez approfondir, vous savez déjà que vous pouvez chercher R-tree. Et un exemple de fonction spatiale que vous pouvez utiliser, euh, celles les plus communes en général, si ça overlap, ou si c'est à l'intérieur, si un point à l'intérieur d'un polygone, c'est souvent c'est les premières choses qu'on fait en fait. Donc il y a aussi de la mesure, des distances, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire avec une base de données spatiale? Vous avez la liste ici, la stocker, l'éditer, analyser la donnée, la visualiser, la partager, etc. PostGIS va répondre à énormément de ces besoins, mais pas tous. Donc vous avez un écosystème qui vient en support. QGIS, qui est un client lourd, qui est très pratique pour éditer la donnée spatiale. MapServer et Matnik vous permettent de sortir les cartes que vous connaissez tous, comme Google Maps, en tuilage, que vous pouvez ensuite connecter dans un client web, par exemple, avec OpenLayer ou Leaflet. Et si vous voulez partager sur le web, vous verrez qu'en fait Django est un très bon candidat pour cela en fait.
Alors, les sources de données. Quand vous commencez avec de la donnée spatiale, vous savez pas trop, vous savez ce que vous cherchez en général, vous savez pas trop où la trouver. Euh, Vous allez rarement trouver les données sous forme de dump, donc il faudra l'importer d'un format d'échange. Le format d'échange le plus répandu, c'est Shapefile. C'est un format, je pense, DB2, si je me rappelle bien. Et vous en avez d'autres, KML, qui a été poussé par Google, qui prend plus facilement en compte la 3D. GeoJSON, qui est très populaire pour les mêmes raisons que le JSON. Vous allez trouver des XF d'AutoCAD. Évitez, parce que ils sont généralement mal faits et pas toujours correctement référencés. Je reviendrai dessus parfois, pas tout à l'heure. Alors, en fait, comment spatialiser sa base de données en fait? C'est très simple, comme je l'ai dit, c'est une extension. Vous faites le create extension, vous faites votre select PostGIS full version et vous vérifiez que tout est bien installé, il n'y a pas de souci, c'est fait. Et vous êtes prêt à charger vos données. Pas tout à fait en fait. Un concept important qui est à connaître, c'est le SRID. C'est le Spatial Reference Identifier. Le SRID, c'est ce qui va déterminer la projection dans laquelle et vos données. Alors, vous pouvez le voir que il y a le catalogue qui est comme un catalogue PostGIS standard pour avoir la liste des colonnes spatiales. Et vous avez le catalogue de projection. Là, vous avez les deux projections les plus répandues. La 3857, qui est la Web Mercator, en fait, qui a été popularisée par Google, et la 4326, qui en fait sont les données GPS. Et pourquoi ces séries D sont importants? Comme vous pouvez voir, en fait, là, on est en train de parler de données 2D, donc il y a forcément une projection associée. Il est indispensable de la connaître. Et vous pouvez vous retrouver avec des données et ne pas savoir quelle projection elle est, et bien vous ne pouvez rien en faire. C'est indispensable de savoir votre projection. C'est pour ça que quand on débute, moi personnellement quand j'ai débuté, je ne connaissais pas cet identifiant. Et pour débuter, c'est quelque chose de vraiment important à savoir. Donc c'est pour ça que je voulais un peu insister dans une optique de débutant. Connaissez vos projections. Les plus connus, Web Mercator, comme je viens de le dire, le 3857. En France, une autre à connaître, c'est Lambert 93, 2154, et GPS 4326. Alors au début, vous les retenez par les petits noms, puis à la fin, vous retenez les numéros. Ouais, passe-moi en 4326, c'est bon. Maintenant que vous savez votre SRID, maintenant vous êtes prêt à charger la donnée. Alors, beaucoup de shapefiles sont disponibles en open data. Donc un exemple, shapefile to PostgreSQL. Hop, vous rentrez votre shapefile et vous avez votre donnée, vous pouvez commencer à jouer avec. Un autre outil, c'est OSM to PostgreSQL. C'est un des premiers outils qui, je crois, a permis de rentrer de la donnée OSM dans Postgres. Et aujourd'hui, il y a ImpoSM dans la version 3. Elle serait plutôt celle que je recommanderais sur OSM to PostgreSQL parce qu'elle est vraiment très notablement plus rapide. Alors, elle est encore en bêta. Faites pas cas, utilisez-la. Pour un dump OSM de la France, je crois qu'on met 4-5 heures. La dernière fois que moi j'ai essayé en OSM to PostgreSQL, et en ImpoSM, c'est 30-40 minutes. Donc je pense que c'est vite vu. Encore faut-il le savoir. Une autre chose importante à savoir, pourquoi ne pas utiliser directement l'OSM PBF si vous êtes en Python et que vous avez les outils pour aller trifouiller dans le PBF. Ce qui est important à savoir, c'est qu'OSM, c'est une base de données topologique. Et donc, ce n'est pas forcément le format le plus pratique
pour vous, pour travailler quand vous allez travailler dans une base de données relationnelle. Euh, En général, vous voulez une table avec des données attributaires et un champ qui va être votre géométrie par, en, en relation à ce que vous êtes en train de faire. Euh, OSM, c'est pas ça. Ce sont des nœuds qui représentent des points, des ways qui sont des listes de points et des relations qui sont des listes de nœuds, de ways et de relations. Donc, c'est pas forcément ce que vous avez plus pratique pour vous pour travailler, d'où l'existence de ces outils pour importer. Et si vous avez noté, en bas, vous avez un mapping. Vous pouvez utiliser les tags OSM pour choisir, bah, je veux choper ça, je veux choper ceci. Et vous réduisez à ce qui vous intéresse exactement et vous le mettez dans une table. Alors, un petit mot sur Django. Donc, bon, je pense que la majorité sont au moins familiarisés avec le concept. C'est un framework web en Python qui suit le modèle, modèle view template, mais c'est MVC. Donc, je pense que il y a quelqu'un qui n'est pas familier avec le MVC. Bon, ça. Et, et GeoDjango, en fait, à l'origine, était une branche qui a été mergée en 2008. Et en fait, la branche redate de septembre 2007. Donc, en fait, on peut dire que PostGIS et Django, ben, ils se connaissent depuis 10 ans. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est pas forcément déconnant de se dire de Django, bah, je vais utiliser Django et PostGIS ensemble parce que bah, ils se connaissent bien, il y a eu pas mal de bugs de part et d'autre qui ont été résolus, et donc bon, c'est une, c'est une très bonne combinaison. Euh, voilà. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail de Django. Là vous avez un exemple de modèle. Donc vous voyez, on revient sur les brasseries. Vous noterez encore une géométrie dans un modèle Django, c'est un champ comme un autre. C'est juste qu'il a son type. Là, j'ai mis géométrie field. Je sais que c'est des points, j'aurais pu mettre point field. Par contre, très important, on revoit le SRID. Il est indispensable à connaître. Et après, vous pouvez faire des joyeusetés comme chercher la brasserie la plus proche. Vous pouvez le faire en Python. Avec l'ORM Python. N'en déplaise à certains qui n'aiment pas trop les ORM, mais en fait c'est quand même très pratique quand vous êtes familier avec le langage de rester dans le flow de votre langage. On débattra plus tard, je suis sûr qu'il y en a qui auront des questions. Une autre chose qui est assez intéressante avec Django, c'est que ça vient avec une interface d'admin. Et donc, du coup, vous avez un truc pratiquement gratuit pour éditer votre donnée géospatiale. Et ça, c'est pas mal. Donc ça ressemble à une interface d'administration Django classique. Alors là, je vais faire une petite aparté, j'en profite. La donnée spatiale et la qualité de la donnée spatiale. Il vous faudra toujours revoir vos données parce que elles sont pas toujours très bien remplies. Alors particulièrement si vous l'extrayez d'OpenStreetMap, des fois ça sera très bon. Par exemple sur la donnée administrative française, c'est nickel. Par contre, des fois, c'est un peu plus aléatoire. Des fois, vous cherchez des brasseries qui sont des brasseurs et pas des pubs ou des... Et puis vous vous retrouvez avec des pubs, des bars, alors que le tag est fait pour les vrais brasseurs qui fabriquent de la bière. Mais bon, ça a été un peu rempli. Donc il faudra souvent, selon vos sources de données, évaluer la qualité de la source de données. Mais maintenant, vous avez une petite interface d'administration sympa pour le faire vite fait, bien fait. Et vous pouvez l'éditer. Et ce qui est sympa, c'est que ça vient avec le widget qui inclut OpenLayer. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour commencer rapidement, simplement à bidouiller autour. Alors,
Et ça, c'était pour la partie un peu générique, introduction, pour vous inciter un peu à les fouiller dans ces données géospatiales, parce que les gens hésitent, et puis en fait, c'est assez facile. Quand on a les mots-clés et qu'on sait quoi chercher, ça va assez bien. Et, et là, je vais vous faire plus un retour d'expérience personnelle sur notre usage. Euh, alors, il n'y aura pas de carte bling-bling. Il y a une raison à cela. Hein. La donnée géospatiale ne sert pas qu'à faire des cartes, en fait. Vous pouvez l'analyser, vous pouvez la segmenter, vous pouvez faire plein de choses avec, qui ne se visualisent pas forcément sur une carte, d'une part. Et même si vous voulez la visualiser sur une carte, après il faut choisir. C'est un peu comme des graphiques. Si vous voulez le camembert ou si vous voulez des bar charts, ça ne va pas raconter la même histoire. Une carte, c'est pareil. Il faut choisir la carte qui va supporter ce que vous voulez raconter en fait. Donc, mais c'est pas une obligation d'avoir une carte. C'est un moyen de visualiser la donnée, mais c'est pas le seul moyen de l'utiliser. Donc le retour d'expérience, bon, d'accord, on n'utilise pas toujours l'ORM. Et là, Dimitri va être content. Parfois, il faut revenir en arrière et dire, bon, je pourrais le faire avec l'ORM, mais ça va être compliqué. Ou alors carrément, je pourrais pas le faire. Parce qu'en fait, ici, ce que vous pouvez faire avec l'ORM, c'est ce qui correspond à feature. Après, le reste, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Et j'ai été surpris parce qu'on peut aller assez loin. Mais bon, on peut pas tout faire non plus. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir à faire du SQL de base. Là, en l'occurrence, on ressort avec cette requête un GeoJSON tout prêt à être envoyé. Et c'est parti. Vous avez votre HTTP réponse, vous avez fait générer le GeoJSON par Postgres et vous le renvoyez. Et là, il est prêt à être inclus dans un layer, soit par OpenLayer, soit par Leaflet. Alors, j'ai un petit oubli au départ, je travaille chez Efficity, qui est un réseau d'agents immobiliers. Et pour nos besoins, on a besoin d'un découpage administratif de la France. Et quand moi je suis arrivé là-bas, il existait une table, mais elle n'était pas extraordinaire. Et puis, pour plein de raisons, qualité des données, précision des sources, traçabilité de la source, parce qu'il y avait un mix dans une même table de plein de sources différentes, et de données, de qualité de données différentes. Pour des besoins de perf, les requêtes spatiales n'étaient pas toujours priorisées, donc il y avait en support un arbre. Donc selon les usages, certaines choses se font par requête spatiale, d'autres en parcourant l'arbre. Mais bon, c'était pas super parce que c'était un arbre indexé par entier. Et bon, ah oui, la région 12 312, ouais, je la connais bien, en fait. Non, c'est pas très auditable, c'est pas pratique. Faut penser aussi qu'on travaille pas forcément qu'avec des développeurs. Le développeur, il va faire sa requête récursive, c'est bon. Mais quand vous travaillez avec des data scientists, ils sont pas forcément aussi commodes avec ce genre de choses. Donc on a un peu réfléchi à comment on pourrait reprendre les mêmes principes, mais améliorer tout ça. Donc on s'est créé avec les données ESM, on s'est dit, bon, il y a 15 000 sources de données, là c'est pas possible, on va reprendre une seule source, qui est très fiable, puisque beaucoup de choses ont été reversées, y compris par le gouvernement français, dans OSM. Et on va normaliser tout ça, et on va reprendre les points forts qui étaient quand même d'avoir une clé primaire en entier, d'avoir un arbre, mais là on s'est dit, Postgres, il y a une extension qui s'appelle L-tree, et si on la reprenait, plutôt que faire notre arbre côté serveur en Python. Et on a toujours la donnée spatiale pour
pour croiser nos données si besoin. Donc on est dans le meilleur des mondes normalement. Donc je vous présente rapidement comment on a fait ça. Dans les grandes lignes, on va récupérer le PBF de la France, on charge les données rapidement avec IMP OSM3 et on crée par union des divers niveaux en fait, parce que il existe un mapping il préexiste un mapping de la base de données OpenStreetMap vers PostgreSQL qui crée une table OSM admin. Donc on a repris ça et on l'a un peu étendu, comme je l'ai dit plus tôt. Et on a aussi créé notre système de clés primaires un peu artificielles pour pouvoir les reconnaître facilement. Et ensuite, on crée notre arbre. Donc vite fait, le mapping, je ne sais pas si ça se voit bien, ça ressemble à ça, qui est un peu tassé. Et on dit tout simplement rappelez-vous, OpenStreetMap, il y a des tags, on dit quel tag on veut récupérer. Et tout se trouve dans Boundary administrative. Donc voilà. Là, j'ai un peu coupé. Après ce week-end, après le meet-up, je mettrai dans la page de l'événement un commentaire en pointant sur GitHub où il y aurait le code plus complet. C'est juste pour vous donner les grandes lignes de la recette. On crée en union de OSM admin qu'on a étendu nous avec les données INSEE parce que les noms des communes ne sont pas toujours très bons, etc. Donc bon, on a un peu étendu tout ça. Ici, vous avez la méthode de création de notre clé primaire. Il y a des Corses dans la salle? Non, il n'y a pas de Corses dans la salle. Bon. Alors, on a dû se rajouter un petit flag pour les Corses parce que, bon, A, B en entier, ça passe pas bien. Alors, j'ai entendu dire là que les départements vont disparaître. Bon, bah, peut-être qu'on pourra faire disparaître ce code aussi. Faudra peut-être, ça sera la version 2, on va dire. Donc, comme vous voyez, ça peut vous permettre de vous repérer. D'ailleurs, le premier niveau, c'est l'admin level d'OpenStreetMap. Ensuite, c'est le bit, enfin, si on veut, le code de reconnaissance et le code INSEE. Donc, vous voyez que quand vous retombez sur un de ces entiers, c'est déjà plus facile de savoir où on est. Il faut certes connaître les départements français, mais ça vous aide à auditer plus tard quand vous cherchez pourquoi ce truc n'est pas au bon endroit. Vous avez une autre table et vous avez fait une jointure avec votre admin Boundaries, là vous dites ah non, ça va pas, ça faut corriger. Alors le L-tree, c'est assez simple, c'est une concaténation on s'est basé pour le L-tree en fait sur les codes INSEE. Donc on a une liste des codes INSEE qui suit les niveaux en fait. Le L-tree, c'est pas un type natif en Django. Donc on a dû le mapper. Mais en fait, de nos jours, c'est très facile en fait à faire. L'ORM a évolué de manière assez bonne ces dernières années. Mapper le L-tree, pour notre usage, c'était ça. On a mappé le champ. On lui a dit on lui a juste donné un type. Et ensuite, on a créé une fonction. Et ça va appeler la fonction Postgres, ça va pas le faire côté Python. Donc c'est très rapide. Donc voilà, je reviens dessus. La clé primaire, pour un accès très rapide, classique. Le L-tree, c'est un peu plus lent. J'ai pas pris d'ordre de grandeur, mais disons qu'on va
La clé primaire, ça va peut-être être une dizaine de millisecondes. Le L-tree, ça peut parfois vous prendre une centaine de millisecondes, moins. Et le croisement spatial, ça peut être très très lent. Ça peut vous prendre une seconde selon certaines choses. C'est peut-être plus serré que ça va dépendre de vos données, hein. Mais ça vous donne un ordre de grandeur. Donc vraiment, c'est très intéressant d'avoir les trois, parce qu'en fonction de ce que vous avez besoin de faire, bah, vous pouvez choisir. C'est un peu pour vous montrer les limites de la donnée spatiale. Euh, Là, par exemple, on s'est attaqué aux codes postaux, parce qu'on a des commerciaux qui adorent les codes postaux, et ils pensent en termes de codes postaux, donc on s'est dit, bon, ben, on va faire un peu la même chose que pour les limites administratives françaises. Et là, on a moins rigolé, parce que ça a été moins facile. Qu'est-ce qu'une commune? Ben, une commune, qu'est-ce qu'un code postal? Ben, ça peut être une commune. C'est le facteur distribue le courrier dans la commune. Parfait. Oui, mais attention, une commune, ça peut être pluridistribué. Vous avez 2 codes postaux dans la commune. Ok, super. Oui, mais un CP, ça peut aussi être pluricommune. Et même parfois, ben, dans une de ces communes, ça peut être aussi pluridistribué. Donc ouais, enfin, c'est un peu le bazar. C'est un peu du trompe-l'œil parce qu'en fait, un code postal, c'est pas une surface. Ce sont des points adresses. Alors nous, on est parti en essayant de faire des surfaces. C'est intéressant parce que vous allez y arriver à 90%. Vous dites, ouais, c'est bon, le reste, on va pouvoir y arriver. Et en fait, bah non. Parce que vous arrivez dans des endroits. Et là, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de préparer, de sortir la carte. Mais vous arrivez à des endroits où bah, les points ils sont tellement un peu n'importe où que vous pouvez pas déterminer un polygone et dire, bah, là c'est pareil, et ça va être tel code postal. Bah non, c'est mort. Ce qui est un peu frustrant, puisque vous avez fait allez, 95% du chemin, et puis vous arrivez, ben, ah, non, d'accord, on va pas pouvoir continuer plus loin. Donc en fait, c'est aussi pour... j'ai pris cet exemple parce que ça vous montre les limites de la donnée spatiale. Tout n'est pas euh, automatisable. Par exemple, comme je viens de le dire plus avant, ça a été facile de construire les limites administratives, mais les codes postaux, c'est juste un cauchemar. Donc si vous avez un commercial qui vous parle de codes postaux, va essayer de le convaincre je sais pas, d'utiliser des communes. C'est presque la même chose, s'il vous plaît. J'ai pitié. Et ça demande... Là, pour ce travail-là, on a dû sortir de PostGIS. PostGIS n'est pas forcément la solution à tout. Et voilà. En gros, là, je vais sur ma conclusion. En gros, l'idée, c'est ce que je voulais transmettre. C'était pas le but de faire un tuto, mais plutôt de survoler la carte des possibles et de vous donner envie ceux qui n'en ont jamais fait évidemment, d'aller explorer ça. Parce qu'en fait, commencer à explorer, c'est très simple. Là, ce qu'on a vu, c'est de la 2D, c'est du vectoriel. Après, vous pouvez commencer à creuser la 3D, le raster, que vous pouvez aussi faire avec PostGIS. L'outil géomatique est un outil intéressant à avoir dans sa trousse à outils, mais il ne va pas répondre à tous vos problèmes. Avec les codes postaux, vous avez bien compris que ça ne va pas être votre copain. La qualité de la donnée collectée est importante. Et voilà. OSM, c'est vraiment super. Si vous voulez commencer par là, parce que vous aurez généralement de la bonne qualité. Pas tout le temps, mais généralement de la bonne qualité. Et si vous n'avez pas de la bonne qualité, vous aurez au moins de la précision. Et après, vous pouvez pouvez toujours retravailler. La précision géographique sera bonne et la qualité attributaire, ben, vous la retravaillerez par vous-même. Voilà. Si vous avez des questions. Il y a chez une base de données concurrente un moteur de graphes qui est passé en open source. Est-ce que ce serait utile dans certains cas pour trouver des
des chemins plus proches, de réutiliser cette approche? Je pense à OpenCypher. Tout dépend véritablement de ce que vous avez à faire. Dans certains cas, oui. Alors je pense là, c'est plus PG Routing qui intéresserait pour trouver des chemins. Mais vraiment, ça dépend vraiment de ce que vous avez à faire. C'est bien pour ça que nous, en fait, notre table administrative a 3 façons d'accéder à la donnée, parce que il y a des moments où vous n'avez pas suffisamment d'infos. Vous savez que vous avez un point et vous ne savez pas son code INSEE. Ou alors vous connaissez le code INSEE, vous pouvez parcourir l'arbre et le tri. Il n'y a pas de... J'ai pas vraiment de réponse à cette question, je suis désolé. Alors j'ai une question un peu plus basique quand même. Je suis un user standard de Postgres. Hein. Alors j'ai le bouquin Postgres in Application Development dans mon sac à dos depuis quelques temps, mais voilà, je ne fais pas des énormes requêtes de Wizard. Néanmoins, si demain j'ai envie de lancer mon prototype de startup qui te dit où est la brasserie la plus proche selon ta géoloc sur ton téléphone, est-ce que PostGIS ça va être l'outil pour, ou alors est-ce que je vais avoir d'autres solutions? Oui, non, donc c'est vraiment out of the box, ça peut me faire des trucs cool. Oui, non, c'était un peu le but de cette présentation, de dire allez-y, installez l'extension et jouez en fait, parce que ça change pas beaucoup de ce que vous allez faire avec une base de données normale. C'est juste que vous appelez des fonctions spatiales. Ok, cool, merci. C'est assez simple. You walk on the subway, you walk on the subway.